Bonjour, Nicolas Forissier pour Métamorphosis. Je suis le lanceur d'alerte du dossier bancaire UBS, dossier d'aide à l'évasion fiscale, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Et j'ai découvert ce dossier dans le cadre de mes fonctions d'auditeur interne. J'étais le responsable de l'audit interne inspection du groupe UBS France. J'ai découvert ce dossier en 2007 et la banque est renvoyée en correctionnel en octobre 2018 pour les griefs de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et évasion fiscale. Entre l'époque où j'ai dénoncé cette affaire, c'était en 2007, et de nos jours, il a existé, il s'est mis en place des dispositifs permettant de protéger à minima les lanceurs d'alerte. Bon, il se trouve qu'à mon époque, j'ai suivi des procédures, de par mon métier, qui étaient obligatoires. J'avais l'obligation de dénoncer des faits qui pouvaient être illégaux et surtout portant atteinte à l'intérêt général. Quelques années plus tard, donc en 2012, avec l'arrivée des projets de loi Sapin 2 et de l'encadrement des dossiers de lanceurs d'alerte, on a vu qu'effectivement, il y avait quelques avancées, mais des avancées qui sont minimes par rapport à ce que nous vivons, puisque le lanceur d'alerte, à l'heure où je vous parle, en 2018, est toujours seul face à de grandes structures internationales, dans la plupart des cas, est toujours confronté à une lourdeur judiciaire, policière, sans accompagnement. Et enfin, le dernier point, le lanceur d'alerte, à l'heure actuelle, n'est pas protégé par une chose qui est fondamentale, à savoir l'anonymat, dans la mesure où, pour respecter, je dirais, le cadre général de la loi Sapin 2 et plus spécifiquement les lancements d'alerte en interne dans les entreprises, dans bien des cas, le lanceur d'alerte commence par être anonyme, mais très rapidement, on le retrouve et bien évidemment, on lui fait subir les affres du lancement de son alerte. Et dans la majorité des cas que je connais, et auquel j'ai participé, puisque j'en suis un, c'est le licenciement pour faute grave et la mise à pied immédiate, parce que bien évidemment, les choses qui sont dénoncées sont extrêmement lourdes de conséquences pour les établissements qui ont opéré notamment à des opérations et à des activités illégales. Le problème avec les lanceurs d'alerte, c'est qu'ils sont devenus très vite gênants, et ce, quelles que soient les industries dans lesquelles nous travaillons. Et il y a évidemment ce qui attire le plus l'attention, bien souvent, c'est dès qu'on touche aux aspects santé, médicaux, mais aussi aux aspects financiers, parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent, et que, comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre, notamment sur les fraudes. Le secret des affaires est une loi qui est en train d'arriver, qui va être promulguée dans quelques semaines, quelques jours, et qui a pour but de restreindre le champ d'action des lanceurs d'alerte, dans la mesure où, si les lancements d'alerte étaient liés à des stratégies d'entreprise, le lanceur d'alerte pourrait être poursuivi et voire inculpé et envoyé en justice. Ce qui est une restriction je dirais, complètement absurde par rapport au lancement d'alerte. Mais là où encore c'est pire, c'est que ce texte ne tient pas compte que dans la fonction financière, comme je vous le disais, il y a des fonctions qui sont réglementaires et qui donc sont encadrées par des textes de loi. Et le texte de loi du secret des affaires pourrait venir donc en butée, en opposition avec des textes de loi régissant des fonctions bancaires, par exemple, et qui donc créerait un véritable, je dirais, traumatisme et préjudice pour les lanceurs d'alerte, dans la mesure où vous êtes dans l'obligation, selon le droit financier et le droit bancaire, de lancer des alertes. Et d'un autre côté, si vous touchez des stratégies ou des business models de l'entreprise qui vous emploie, vous pourriez être poursuivi pour avoir dénoncé. Donc, ce qui est totalement absurde. Donc, c'est là que l'on voit que le législatif et le législateur va très vite dans la promulgation de loi, dans la construction de loi, mais sans tenir compte d'un passé et d'un passif, et surtout de la technicité de certaines industries qui permettent d'avoir un devoir de dénonciation, puisque vous touchez directement à des fraudes et à des activités qui sont illégales. Elle est encore possible pour la bonne et simple raison, c'est que certaines industries autorisent et encouragent les alertes. Maintenant, elles deviennent de plus en plus contraignantes dans la mesure où on a pu le voir, que ce soit dans le dossier UBS, mais dans le dossier HSBC, des différents leaks qu'il y a eu, les Wikileaks, les LuxLeaks, les Panama Papers, les conséquences économiques en termes d'image pour les entreprises qui sont prises, permettez-moi l'expression, le doigt dans le pot de confiture, ces conséquences sont énormes en termes d'image, de réputation, parce que vous touchez le risque de l'actionnaire, dans un premier temps,
Et dans un second temps, le risque d'image est aussi touché par des campagnes de presse et médiatiques qui vous donnent une exposition énorme, mais évidemment pas pour la bonne cause. Donc si on s'en réfère par exemple au dossier bancaire, je pense notamment au dossier HSBC ou au dossier UBS, c'est bien pour ça qu'HSBC dans un premier temps a souhaité négocier et a négocié une amende pour s'éviter les affres d'une procédure judiciaire longue et surtout d'un procès. On rappellera accessoirement qu'UBS a voulu utiliser ces procédures de négociation à l'amiable, mais que le parquet national financier, l'État et les différents magistrats instructeurs ont rejeté ces tentatives de négociation parce qu'ils estimaient que les fautes étaient avérées. L'ordonnance de renvoi en correctionnel fait plus de 128 pages et les griefs qui sont justifiés sont gravissimes. Ce d'autant plus que vous avez des collaborateurs aussi, personnes physiques qui sont mises en examen, et pas des moindres, d'anciens cadres dirigeants de la banque, et que ce soit du groupe suisse ou un dirigeant responsable de la banque et du groupe en France UBS, qui lui-même a tenté une négociation de plaidé coupable, alors qu'il avait nié pendant plus de 7 années l'organisation de fraude fiscale et d'évasion fiscale qui existait au sein d'UBS. Donc on voit bien la difficulté et la longueur de ces procédures. On voit bien, je dirais, les campagnes de dénigrement dont les lanceurs d'alerte font l'objet, et surtout sans support de textes législatifs, de textes de loi précis, clairs et encadrants, structurants, parce que c'est ça dont le lanceur d'alerte, et je le redis, c'est vraiment la chose la plus importante, le lanceur d'alerte a besoin d'être accompagné. Les procédures sont très très longues. Il y a des impacts évidemment psychologiques non négligeables, des préjudices moraux, comme je le disais, des dénigrements par voie de presse des entreprises qui vous licencient. Ce fut mon cas, mais ce fut le cas de plein d'autres lanceurs d'alerte, quelles que soient les origines industrielles d'où ils venaient. Donc on voit bien que la stratégie des entreprises qui sont prises dans l'alerte est toujours la même. D'abord, le choc financier par le licenciement, le harcèlement qu'il convient de nommer qui va avec, parce qu'avant d'arriver au licenciement, on fait tout pour vous faire tomber, on vous harcèle pour créer la faute. Et puis, dans un dernier point, ce sont les préjudices moraux, financiers, parce que les entreprises, elles, ont de véritables armées d'avocats qu'elles ont les moyens de payer, alors que le lanceur d'alerte étant seul, et souvent au chômage, doit se défendre avec des avocats, et il faut prendre des pointures si vous voulez avoir une chance de gagner sur ces procédures. Et vous savez très bien que les grands avocats sont chers, en tout cas vous font d'abord supporter une charge financière qui est extrêmement importante, avant évidemment de recouvrer vos frais. Mais n'ayant pas d'accompagnement, n'ayant pas d'accompagnement de part de la loi, de part des instances qui pourraient, par la création par exemple d'un fonds d'aide, pourraient vous aider à avancer les sommes avant que ces associations, ces fondations ou ces fonds puissent les récupérer, il y a un véritable parcours du combattant qui est extrêmement douloureux pour les lanceurs d'alerte, pour leur famille, pour l'entourage professionnel, parce que bien évidemment, je vous laisse imaginer que quand vous faites l'objet d'un dénigrement médiatique, il est extrêmement difficile en même temps de retrouver un emploi, surtout quand vous avez été licencié. Donc c'est vraiment un point crucial, accompagner le lanceur d'alerte, l'accompagner, je dirais à la fois moralement, mais matériellement, et surtout organiquement parlant, en lui faisant respecter les procédures de droit, parce que la loi a prévu un accompagnant qui est le défenseur des droits, mais si vous voulez, le défenseur des droits n'analyse que coup par coup certains dossiers, et plus les dossiers sont sensibles, plus ils mettent du temps à être portés à sa connaissance, voire à aboutir tout simplement. Je pense que c'est notamment le cas de tous les gros dossiers bancaires dont on a parlé, et qui laissent les principaux lanceurs d'alerte seuls, et ils n'ont été aidés, ces lanceurs d'alerte, que grâce à la médiatisation de leurs dossiers, car les journalistes d'investigation là-dessus ont joué un rôle énorme et fondamental, bien souvent sans l'aide des journalistes. Il n'y aurait pas eu de suite, ou en tout cas, il n'y aurait pas eu une exposition qui fasse prendre conscience à la justice ou aux autorités de police d'investiguer, d'enquêter, d'ouvrir des informations judiciaires pour aider les lanceurs d'alerte. La loi du secret des affaires va significativement alourdir le processus du lancement de l'alerte et, je dirais, potentiellement pouvoir l'annihiler au regard de la sensibilité des dossiers, des enjeux stratégiques qu'il y a pour certaines industries derrière ces alertes. Donc, il est bien évident que
quand vous avez par exemple les dossiers Lafarge-Holcim sur la livraison de ciment à des groupes terroristes, vous comprenez bien que les gens qui ont confirmé, corroboré ces faits, qui les ont peut-être même dénoncés, sont dans une situation extrêmement préoccupante et sensible, de par des enjeux d'État et des enjeux stratégiques de l'entreprise, mais aussi des risques qu'ils encourent parce qu'il faudra qu'ils arrivent un jour ou l'autre à démontrer que soit ils ont dénoncé les faits de bonne foi parce qu'ils portaient atteinte à l'intérêt général et à l'intérêt, je dirais, à la primauté de la nation, puisque ça permettait de dealer et de traiter avec des organisations terroristes. Mais on pourrait faire le parallèle avec les dossiers bancaires, ou quand vous aidez des contribuables français à vous évader fiscalement parlant, j'ai bien dit évader et non pas optimiser, parce que l'optimisation fiscale est légale alors que l'évasion fiscale est illégale, vous avez un enjeu réel en macroéconomie sur le budget de l'État, sur nos concitoyens, parce que cette évasion fiscale crée, je dirais, et j'aime bien le dire souvent, parce que c'est des choses simples à percevoir, deux catégories de citoyens, ceux qui payent l'impôt et ceux qui ne le payent pas, et ça, constitutionnellement parlant, c'est inacceptable. Donc, évidemment, la loi du secret des affaires va tenter d'annihiler le processus de lanceur d'alerte, mais va se retrouver aussi confronté à une opposition relativement lourde de textes de loi existants et hérité du passé qu'il va falloir contourner, et ça ne va pas être simple aux législateurs d'expliquer qu'il faut amoindrir le rôle du lanceur d'alerte, voire de poursuivre certains lanceurs d'alerte, quand en même temps, dans certaines professions, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un devoir de dénonciation et d'alerte sur des dossiers extrêmement sensibles et illégaux. Je rejoins la plateforme Métamorphosis qui est encadrée et dirigée actuellement par Céline Martinelli et Mathieu Chériou, tout simplement parce que nous avons eu un but commun et nous avons un but commun. C'est-à-dire que dans le processus de lanceur d'alerte, nous avons tous vécu peu ou prou à je dirais, des temps différents, la même solitude, la même crainte, les mêmes pressions, les mêmes angoisses, voire les mêmes risques dans notre intégrité physique, parce que nous avons subi de très fortes pressions dans nos dossiers respectifs, Céline et Mathieu venant du milieu bancaire comme moi. Et donc, il me paraissait évident qu'à travers ces dossiers, il fallait apporter un accompagnement aux autres lanceurs d'alerte, quelle que soit leur industrie d'origine. Et c'est pour ça que je les ai rejoints en essayant de faire part de mon expérience, de ce que j'ai vécu, puisque ce dossier remonte à 2007, j'ai été licencié en 2009, donc vous voyez, ça fait 9 ans que ça dure, et qu'en 9 ans d'instance judiciaire, qu'elle soit prud'homale ou pénale, on acquiert et de l'expérience, on prend beaucoup de souffrance, mais on s'en sort, il y a des moyens de s'en sortir, et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Pourquoi Métamorphosis? C'est parce que par rapport à l'existant, par rapport aux grandes associations ou ONG qui existent, elles n'apportent pas cet accompagnement précis, privé, et je dirais de proximité. Ces associations ou ONG étant plus proches de la sphère médiatique et ne s'engageant que sur des dossiers où il y a beaucoup de lumière et beaucoup de sunlight et de promotion à recevoir, mais sur les dossiers très sensibles qui mélange, je dirais, la finance, le politique, les activités illégales et donc des risques pénaux, vous ne les voyez que très peu apparaître. Et surtout, quand ils apparaissent, c'est souvent pour se mettre en avant au détriment de venir véritablement s'engager sur des dossiers. Donc Métamorphosis aura cette possibilité-là de transmettre un accompagnement de proximité. Et ayant été moi-même auditeur interne et ayant fait de l'audit d'accompagnement, donc de l'audit de construction et de conseil, il me semble qu'il nous est plus facile de faire dans la proximité que de faire dans le général et dans le lointain. Il n'est pas simplement question que d'orienter les lanceurs d'alerte vers des avocats, ce serait un peu simple, c'est surtout d'anticiper et d'accompagner très en amont le lanceur d'alerte vers la bonne procédure, vers les règles à suivre, pour éviter tous les pièges que les sociétés dénoncées peuvent leur tendre et ou les structures légales, parce qu'ils n'auraient pas respecté telle ou telle procédure du défenseur des droits, par exemple. Métamorphosis se différencie par sa taille. Nous sommes pour l'instant 5 créateurs, nous avons beaucoup de suiveurs. Les gens commencent à entendre parler de nous, la presse aussi. Déjà, Métamorphosis a une force, c'est qu'elle ne détient dans ses rangs
que de véritables lanceurs d'alerte. Et on pourra y revenir après, parce qu'il y a ceux qui disent avoir lancé des alertes, mais qui ne sont pas des lanceurs d'alerte. Quand on a cherché à négocier, je dirais, avec des autorités, parce que le lanceur d'alerte était lui-même dans ce qu'il a dénoncé, on ne peut pas se revendiquer lanceur d'alerte. Donc les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui, de bonne foi, dénoncent une activité ou des faits qui sont illégaux, répréhensibles, pouvant porter atteinte à l'intérêt général, quelle que soit l'industrie d'origine. Et donc, nous avons ce point commun à Métamorphosis, c'est d'être tous dans ce même cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que notre bonne foi a été reconnue, puisque des procédures judiciaires, dans la plupart des cas, sont en cours, et qu'elles ont été avérées, avec des dossiers qui sont renvoyés en correctionnel ou qui sont encore en cours d'instruction, sur des griefs avérés, euh, nous avons la prétention de pouvoir aider le lanceur d'alerte, et l'aider dans un cadre de proximité, ce qui n'est pas le cas des associations qui vont vous entendre, qui vont vous écouter, mais qui ne vous accompagneront pas toujours, et qui, de par leur taille internationalement reconnue, je pense notamment à Transparency, mais il pourrait y en avoir d'autres, peuvent agir dans des cadres légaux qui ne sont pas forcément ceux qui préservent ou qui pourraient défendre au mieux les lanceurs d'alerte. Donc nous sommes là pour accompagner, faire de la proximité, de l'accompagnement, et surtout permettre aux lanceurs d'alerte actuels, ou qui vont lancer une alerte, ou qui se posent la question de savoir s'ils vont la lancer, de savoir quelle procédure ils vont utiliser, comment ils vont le faire, pourquoi ils vont le faire, et si bien évidemment, ce qui est le plus fondamental pour le lanceur d'alerte, et c'est ça qui distingue le vrai du faux lanceur d'alerte, c'est le poids de la preuve, et d'être certain qu'on a le poids de la preuve de ce que l'on avance. Actuellement, les hommes politiques ne comprennent pas la dimension véritable du lanceur d'alerte. Et c'est un point qui est fondamental, parce que, ayant participé à différentes commissions, qu'elles soient sénatoriales ou de l'Assemblée nationale, beaucoup de ceux qui font les lois ou de ceux qui nous gouvernent peuvent être touchés directement ou indirectement par des affaires en cours. Et ils font tout pour bloquer une dimension qui est fondamentale pour le pays, dans le cadre du lancement d'alerte, c'est la transparence. Et c'est surtout la défense de l'intérêt général. Cette défense d'intérêt général qui, je dirais, pourrait être même un argument complémentaire pour ceux des hommes politiques qui ont compris la force de l'alerte, et surtout les risques pris par les lanceurs d'alerte en termes de transparence, d'éthique, de déontologie, et je dirais d'honnêteté. C'est que, à terme, si les lanceurs d'alerte venaient à être étouffés et à tuer dans l'œuf, excusez-moi cette expression, il n'y aurait plus de transparence, et c'est la démocratie qui s'en trouverait touchée. Si à chaque scandale, systématiquement, les dossiers, quels qu'ils soient, sont étouffés, vous avez une vraie atteinte à l'intérêt général et à l'esprit démocratique et à la respiration démocratique du pays. Et c'est pour ça que je crois que, dans ce qui me concerne, dans le dossier qui me préoccupe, à savoir le dossier UBS, et dans le cadre de mon alerte, je le répète souvent aux hommes politiques qui me reçoivent, je n'ai aucun regret ni remords, parce que la dimension de l'alerte financière d'une part, mais son cadre illégal d'autre part, faisait que je n'avais pas de choix, pour des raisons morales, celles de l'éducation que j'ai reçue et que mes parents m'ont transmise, de dénoncer ces faits, et parce que aussi la loi me le demandait. Donc, si les hommes politiques comprenaient que c'est bien beau de faire des textes de loi, mais quand on fait des textes de loi qui vous demandent de dénoncer, dans un second temps, vous êtes un peu condamné, car dans un premier temps, nous sommes condamnés, puisque nous sommes licenciés, nous avons des préjudices colossaux que nous subissons. Il serait bien que le législateur, les hommes politiques se rendent compte de la gravité démocratique et de l'atteinte qui est portée à notre démocratie, en cherchant à taire ou à cacher certains dossiers qui sont extrêmement sensibles. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement lourds, et je dirais que leurs conséquences, c'est proportionnel aux impacts qu'ils peuvent avoir au niveau économique, politique ou de sensibilité pénale, on va dire. La reconstruction d'un lanceur d'alerte est très longue. Ce genre de dossier laisse des traces. Il fera partie intégrante à jamais de ma vie, je ne pourrai jamais l'oublier, tant la procédure est longue. Je le disais tout à l'heure, ça fait 9 ans que je suis en procédure prud'homale et pénale. Il faut bien savoir qu'effectivement, sans un caractère, je pense, bien trempé, un soutien familial fort et une famille soudée,
vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez besoin d'un accompagnement, d'un réconfort. C'est vrai qu'il y a aussi le rôle après, je dirais plus indirect, des journalistes qui vous demandent de ne pas laisser tomber et de vos propres avocats. Mais la grande reconstruction, qu'elle soit psychologique ou professionnelle, passe déjà, évidemment, par le fait de retrouver le plus vite possible un emploi pour pouvoir tourner la page et ne pas rester sans arrêt focalisé sur son dossier, parce que là, ça devient très vite moralement infernal et presque mortifère. Et puis la deuxième chose, c'est de continuer à communiquer, de continuer à partager ce que vous vivez avec ceux qui vous entourent pour bien leur faire comprendre que tout ceci n'est pas du cinéma, n'est pas une invention de votre part, mais que cela a bien des impacts sur votre vie de tous les jours. À titre personnel, j'ai 3 enfants, j'ai une épouse, ils ont assisté au harcèlement et je dirais à la persécution dont j'ai fait l'objet dans le cadre de mon dossier. Je rappellerai juste cet exemple très simple. La banque, en 2014, a jugé utile de m'attaquer en diffamation pour des propos que je tenais, que je confirmais et que je confirme toujours de nos jours, à savoir qu'ils étaient bien responsables de la mise en place d'un système d'évasion fiscale et que l'ensemble des cadres de la banque française et de ses dirigeants responsables en étaient informés au courant et qu'ils en seront donc peut-être condamnés dans peu de temps. Mais néanmoins, ils m'ont attaqué en diffamation pour faire quoi? Simplement harceler, compresser financièrement et je dirais psychologiquement, moralement, la personne que je suis, pour au final quoi faire? En 2017, 15 jours avant l'audience, se retirer de droit et d'instance sous le motif que le dossier national UBS était beaucoup plus préoccupant, qu'il fallait qu'il s'en occupe de manière plus prioritaire, mais également parce qu'il s'était rendu compte, durant toutes ces années, que mon métier avait bien un devoir de dénonciation. Donc on voit bien que ces attitudes, ces comportements des grands groupes industriels qui cherchent à utiliser tous les moyens de pression pour vous faire craquer, ont un impact évidemment psychologiquement, comme je disais, un impact moral, mais sont là pour vous déstabiliser et faire en sorte que tout votre environnement s'en trouve déstabilisé. Bien évidemment, je vous disais économiquement, parce que vous payez des avocats et donc il y a moins de budget pour le reste du fonctionnement de la famille, et votre entourage qui pourrait être amené à se demander, mais si vous vous êtes bien embringué dans une bonne procédure, et s'il ne faudrait pas lâcher. Et ce qui a fait tenir ma famille et surtout ce qui a fait tenir mon entourage, c'est parce qu'ils savaient quel était mon métier, ils savaient qu'il était réglementaire, et que je n'avais d'autre choix que de dénoncer. Sinon, comme me l'ont dit les juges et les magistrats instructeurs chez qui j'ai passé 9 heures dans leur bureau, si je n'avais pas coopéré, collaboré, dénoncé immédiatement les faits, c'est moi qui aurais été mis en examen pour complicité. Et je vous laisse imaginer les conséquences d'un contrôleur interne, auditeur interne, étant mis en examen pour non-révélation de faits illégaux. Inutile de vous dire que ma carrière professionnelle se serait arrêtée en 2014 quand j'ai rencontré les magistrats instructeurs. Je terminerai simplement là-dessus. Il faut savoir quand même que le dossier UBS, mais pas que lui, celui d'HSBC également et d'autres, ont ramené des milliards à l'État. Sans ces milliards, beaucoup de projets en France n'auraient pas pu se construire, se former, notamment au niveau budgétaire et au niveau du budget de l'État. Donc je pense que la moindre des choses serait plutôt d'être reconnaissant pour ceux qui ont contribué à faire respecter la loi plutôt que de chercher à les enfoncer, à les annihiler et à les tuer à jamais.